Bonjour. La littérature a toujours servi de bouc émissaire pour revendiquer une certaine vision du monde, voire de s'exprimer pour des grandes causes telles que la discrimination et le racisme. Cela dit, n'est-il pas que la condamnation de toutes les discriminations imaginables par les mots n'est dans le fond qu'une application des principes de la citoyenneté universelle? Nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Jean-Louis, né à Montréal de parents haïtiens. Après un baccalauréat en histoire, culture et société, Laurie réalise une maîtrise en littérature sur le corps noir et l'intersubjectivité. Elle poursuit des études en bibliothéconomie. Par la suite, elle cumule diverses expériences professionnelles tant à Montréal qu'à Genève en bibliothéconomie, médiation interculturelle, enseignement, animation, lecture, édition. Elle fait partie du comité éditorial de la revue Liberté et est présidente du conseil d'administration des éditions du Remue-Ménage. À présent, elle se consacre à l'écriture. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Laurie, bonjour. Bonjour. Heureux de t'accueillir parmi nous chez Art et Lettres. Vous avez un parcours investi dans le domaine de la culture, comme bibliothécaire aussi. Oui. Et vous avez été entre autres pigiste chez la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Et vous écrivez aussi. Quel est votre rapport à l'écriture de manière générale? C'est un rapport que je dirais très intime, dans la mesure où j'écris depuis l'âge de 10 ans. Très jeune. Très jeune, mais j'ai jamais écrit pour autre chose que le propre plaisir que j'éprouvais. Le plaisir personnel, d'accord? Oui, c'était vraiment le plaisir personnel. J'ai jamais pensé qu'un jour ma plume serait publiée ou qu'on me proposerait, c'est ça, d'être publiée. Mais j'ai toujours donc écrit dans une sorte d'intimité avec moi-même. C'est un dialogue sans fin. Sans fin. Donc, vous avez commencé par des récits, de la poésie, des Des nouvelles? récits. C'est des récits Oui. descriptifs. Ça a été beaucoup de récits. Ensuite, ça a été de la poésie, des nouvelles. Mhm. Et puis après, peut-être des textes un peu plus engagés, des essais. Des essais, oui. Mais c'est que j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire, Oui. peu importe. Donc, il y a une persévérance dans la plume, mais il ne faut pas s'arrêter dans le fond. Parce que Non. sinon, il y a quelque chose qui sera coupé, n'est-ce pas? Ben, je pense bien, mais comme ça fait tellement longtemps que j'écris, j'ai acquis, comment dire, Un l'envie talent, d'écrire. une envie, oui, une envie, oui. C'est ça, une habitude même. Une habitude d'écrire de laquelle je ne veux pas et je ne peux pas me détacher. C'est ça, alors ça se développe avec nous et puis ça devient quelque chose qui nous colle d'inhérent. Oui. Donc, à nous, à l'âme, mais au cœur, parce que ça commence par là aussi, quelque part. Ça part de l'âme et du cœur. L'écriture, c'est quelque chose de viscéral. Oui, oui, oui. Je me rappelle, je sais pertinemment que mon premier poème, c'était, quand j'avais 10 ans, c'était pour le printemps. Voilà, l'éclosion du printemps, Oui. une saison avec ses fleurs, avec ses arbres et ses Et je me rayons rappelle de avoir soleil. écrit un poème pour le printemps. Après, ça a beaucoup changé, mais mon premier poème, c'était ça. J'avais envie de dire ce que je ressentais. Excellent. Vous êtes membre du comité éditorial de la revue Liberté. Vous écrivez dans cette revue, une revue phare, on peut le dire, une Oui. grande revue dans l'espace et l'arène des revues qui existent ici au Québec. Une revue qui célèbre aussi ses 60 années. Oui, oui, avec grande fierté. On a publié, là, on a fait le lancement la semaine dernière du premier numéro du 60e. En octobre 2019. C'est ça, octobre 2019, parce qu'il y en aura un autre en novembre qui va être un deuxième numéro pour le 60e anniversaire D'accord. de Liberté. Et donc, 60 ans d'acquis, plusieurs acquis, j'imagine? Je dirais que c'est 60 ans de réflexion, De réflexion. d'idées, Mhm. parce que la revue a beaucoup évolué en 60 ans, Mhm. parce que la direction de la revue a toujours donné un sens qui était plus propre aux directeurs, aux directrices. Là, maintenant, c'est Rosalie Lavoie et Aurélie Langto.
Donc, quand on a fait le lancement, la question qu'on se posait simplement, c'est qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que quand on remonte il y a 60 ans, c'était à la veille de la Révolution tranquille. Donc, c'était politiquement un autre climat, c'était complètement autre chose qu'aujourd'hui. Très bien. Puis la revue Liberté maintenant, c'est quoi sa ligne justement je dirais sa ligne éditoriale de publication? C'est des essais, c'est des idées elle est réceptive à toutes les idées? Disons qu'on cherche toujours à avoir un sujet central. Et à partir de ce sujet-là, on va avoir un cahier. D'accord. Donc, on va avoir un cahier. On va avoir une thématique principale. Comme là, c'est la Révolution tranquille, la Révolution fragile. Les années 60. C'est ça, les années 60. Donc, il y a beaucoup de textes politiques. Le texte que j'ai, c'est un texte, c'est en fait une histoire que je raconte, mais qui se passe dans ces années-là. Oui. Mais il y aura toujours, et il y a toujours eu un cahier critique, c'est-à-dire un cahier où on fait état culturellement de ce qui se passe. Les gens vont voir des pièces, lisent des livres, exact. Ils font des résumés, ils posent un regard critique. Et ça, c'est très important dans la revue aussi. Et une pensée critique qui est nécessaire pour l'évolution aussi des idées au sein de la revue. Oui. Laurie, vous avez publié aussi dans la revue, j'ai ici devant moi votre tout dernier, Joséphine Bacon, digne femme illégitime. Oui. Pardonnez-moi, je vais le montrer. Il est là. C'est le tout dernier. Beau. Il est beau avec une belle couleur jaune de la revue. Ouais. Et Liberté, mesdames et messieurs. Joséphine Bacon, digne femme, illégitime. C'est une entrevue? C'est des entrevues? C'est une entrevue. C'est une entrevue. C'est une entrevue. C'est une entrevue avec Joséphine Bacon, voilà. La poétesse Innu de renommée. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai le privilège d'être assez proche de Joséphine pour savoir qu'elle a vu Nina Simone. Ah, d'accord. Parce que, moi, j'adore Nina Simone. Et puis, dès qu'il y a des gens qui sont pour moi d'une génération qui était contemporaine, quand ils étaient jeunes, qu'ils étaient contemporains à Nina Simone, je leur demande, l'avez-vous vu? Oui. C'est automatique. C'est parce que quand on aime quelqu'un, on prend toujours ses nouvelles d'abord. Ben, c'est ça. Là, j'ai dit non, mais quelqu'un dans mon entourage doit l'avoir vu. Moi, je n'ai pas pu la voir, bien entendu. Quand j'ai commencé à la connaître, elle était, je pense, sur le point de mourir, en tout cas. Dans ces derniers jours, oui. C'est ça, dans ces derniers jours. Et puis là, j'ai dit à Joséphine, sachant que Joséphine a une histoire très intime de Montréal, et Joséphine connaît bien Montréal. Oui. Très bien, elle a vu son évolution. Puis quand on lit Ouiesh, on comprend que c'est quelqu'un qui a un horizon. Donc elle a un horizon assez ouvert. On va rebondir sur cette question, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Laurie Jean-Louis. Parler de Joséphine Bacon, qui est une femme, une poétesse ouverte sur tous les horizons, on peut dire. Oui. Alors, comment dire? C'est que j'avais besoin d'emprunter ou d'entrer dans le regard de Joséphine pour regarder Nina Simone, mais pour entendre Joséphine aussi. Alors, je connaissais cette histoire depuis avant que je fasse partie du comité éditorial. Et pour moi, cette histoire, elle doit être connue de tout le monde. Oui. Alors, j'ai demandé à Joséphine, j'ai dit, Joséphine, raconte-moi encore. Puis pour moi, c'est très touchant parce que là, Joséphine est aujourd'hui une femme âgée, mais au moment où elle voit Nina Simone à Montréal, elle n'a que 20 ans. Oui. Elle est donc à un âge où tous les espoirs sont permis, où elle peut espérer bien des choses et où elle découvre une artiste dont elle avait aucune idée parce qu'elle sort des pensionnats. Oui. Et quand on met maintenant cette Joséphine qui est assez âgée, qui raconte une histoire de Nina Simone qui était elle-même pas très vieille, mais qui était peut-être un peu plus vieille que Joséphine elle-même, j'aime faire le parallèle entre ces deux femmes qui sont quand même
C'est des des mémoires femmes. vivantes, on peut le C'est dire des aussi. mémoires Hein. vivantes, oui, c'est ça. On peut le dire, chacun par son parcours et par sa particularité aussi, hein, Mais- culturelle et ouais. littéraire. Oui, c'est ça, mais ce sont des femmes surtout qui sont dans la marge, Oui, exactement, marginalisé. qui Oui, sont complètement marginalisées Oui. et que une jeune femme marginalisée en rencontre une autre puis qu'elle voit que cette femme l'inspire, pour moi, ça a une importance vraiment, c'est vraiment précieux. c'est précieux. C'est précieux. C'est précieux, exactement. Ouais. Laurie, alors, Oui. mais avant, vous avez écrit Colonialisme et gratitude Oui, au numéro 322, toujours de la revue Liberté. On dirait un texte engagé ah oui, c'est sur l'hospitalité. sur l'hospitalité, d'accord? Oui, alors j'ai... Mais Je- ce oui. sont deux titres qui se contredisent, hein, quelque part, non? Oui, Colonialisme et gratitude. mais c'est de la provocation. C'est de la provocation, c'est d'ironie, c'est bien ça. Ah oui, oui, c'est de Ouais. la provocation. C'est complètement faire exprès, colonialisme et gratitude. J'ai dit, mais j'aime beaucoup les titres. Mhm. J'aime beaucoup les titres et j'écris par titre. C'est-à-dire que le titre se présente à moi et après le programme. D'accord. Et là, l'idée quand j'écris, c'est de mettre ensemble des choses qui ne vont pas ensemble. C'est ça. Pour complexifier, parce que ce serait facile de dire colonialisme et je sais pas... Et oppression. oppression, Oui. ou, c'est ça. Non, il Mais faut opposer pour c'est ça. donner plus d'intensité. Hein, Exactement, Mm. plus d'intensité. Mm. Puis, le texte de Anne Anton Capèche, qui a été republié cette année Oui. même, Je suis une maudite sauvagesse, Oui, et la postface m'a frappée. non, mais c'est vraiment, c'est cru. C'est très cru. Oui, Puis j'ai aimé ça. Puis là, Oui. j'aime travailler à partir de ce qui m'a vraiment époustouflée. d'accord. Et là, j'écrivais colonialisme et gratitude. J'essayais de comprendre, mais qu'est-ce que, quand on parle d'hospitalité, dans une situation où on vit littéralement dans une colonie, le Canada, c'est une colonie, qu'est-ce que ça veut dire être hospitalier dans une colonie où il y a eu un génocide des populations qui habitaient là? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on est accueillant, mais où sont les gens qui nous ont accueillis? Oui, Puis oui. moi, en plus, je ne suis pas, disons, comme je dis, la population planifiée. Planifié, oui, oui. Planifié. Organisé un peu plus ou moins. C'est ça. Oui, c'est ça. Je n'étais pas prévue. Oui, J'étais pas prévue, donc je me suis dit, ah, mais de mon regard, ça pourrait être intéressant d'examiner cette question d'hospitalité et essayer d'attraper ces échos. oui. Mais justement, parce que je me demande si on peut faire justement le lien, parce que là, c'est comme si on parle un peu de subjectivité. Vous avez fait votre maîtrise corps noir et intersubjectivité, mais quand même, quand on parle de subjectivité, on dénonce quelque part le colonialisme. C'est un peu subjectif, non? De faire un mémoire sur Oui. les... Oui. Non, le fait de pouvoir le dénoncer quand on vit dans un pays, par exemple, qui a été colonisé quelque part. Oui, c'est très subjectif, mais comment dire, c'est que je crois que, et là c'est une hypothèse que je fais, mais je crois que dans tous les pays où il y a eu colonisation, Mhm. c'est une parole impossible. Oui. Tout est fait pour que cette parole-là n'arrive pas au jour, au grand jour, parce qu'on le vit comme une trahison. Mhm. Moi, les pensionnats, je ne l'ai pas appris à l'école, ce qui s'était passé dans les pensionnats. Ouais. Ils ne nous le disent pas. Donc, tout le long de mon apprentissage, c'est le Canada, on fait des céréales, tout est beau dans le meilleur des mondes. Et là, catastrophe, on constate que non, c'est pas si beau que ça. Oui, oui. Et puis que ce sont les subjectivités qui doivent venir au devant pour mettre sous la lumière leur expérience. Oui. Parce que les subjectivités, c'est quand même des sensibilités particulières. On ne peut pas les C'est laisser ça. passer comme ça sans les sonder un peu et de dire que bon voilà. Le fait de les sonder aussi, c'est humain quelque part. Mais c'est pour ça que dans mon mémoire, quand j'ai commencé, ça allait être subjectivité et corps noir. Et pas intersubjectif. Non. Non. Et ok. là, mon directeur de maîtrise, qui est professeur à l'UQAM, Isaac Bazier, m'a dit, mais la subjectivité est toujours en relation. Donc, ta subjectivité se définit par ta réception Exact. de la subjectivité d'un autre. Et ce mot est très important, la réception. Oui. Oui. Oui, oui. Donc, j'ai dû changer. Et c'est vrai que
c'est plutôt intersubjectivité. Parce que Dans la relation, donc avec... dans la relation, toujours, oui, 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 toujours, toujours. tout à fait. Il n'y a pas un je sans un tu. Exactement. Il n'y a pas un nous seul Oui, c'est celui qui communique et celui qui qui reçoit. reçoit, c'est ça. Ça a un rôle. On va faire une pause et D'accord. on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Laurie. Laurie, avant de passer à ce magnifique projet Apartheid 25 ans après, mandaté par Espace de la Diversité, on va en parler dans les prochaines minutes, mais avant, j'aimerais avoir votre point de vue sur une question sur l'émergence des femmes écrivaines originaires de Haïti. Il y a beaucoup de femmes maintenant écrivaines de Haïti. Je trouve ça très beau, très original. Mais encore, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce parce qu'il y a des tabous qu'il faudrait quand même que ces femmes sont là, présentes, pour dire leur plume et pour dire leur présence? Ah bon, comme je suis née au Québec, je suis née à Montréal, et que j'ai une connaissance de la littérature féminine haïtienne, mais pas approfondie. Très bien. Je ne pourrais pas poser autre chose qu'une hypothèse. D'accord. Ce que je comprends dans ce que je lis, et là, je pense que ça touche pas seulement Haïti, mais les plumes féminines de partout à travers le monde, c'est d'offrir ce regard qui est passé sous silence. Je fais partie de l'édition féministe qui a 40 ans, québécoise, Remue Ménage. Remue Ménage, une maison d'édition, oui. Voilà. Et dans les plumes qui ont été publiées à Remue Ménage, on peut retrouver cette même préoccupation. Je ne pense pas que les femmes se donnent un nouveau mandat. Je pense qu'elles l'ont toujours fait. Qu'elles l'ont toujours fait. Mais que peut-être que là, il y a une écoute qui est plus grande, une réception qui est plus prête à entendre ce que ces femmes ont à dire. Donc, justement, le fait de s'exprimer, c'est qu'il y a des tabous et ces tabous jouent contre ces femmes et les poussent à s'exprimer. En fait, je ne sais pas ce qui pousse quelqu'un à s'exprimer, si c'est nécessairement un tabou, mais c'est un désir de dire, mais ce que moi je vois, personne ne le dit. Voilà. Ça doit être dit. Et puis, on a jusqu'à un certain point, bon, quand on est auteur, on comprend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de naïveté, c'est-à-dire que les auteurs haïtiennes, elles savent très bien ce qu'elles font quand elles touchent à des aspects vraiment sensibles. D'une certaine façon, elles dénoncent. Mais comment dire, parfois c'est vraiment une expression. Moi, avant d'écrire de façon plus engagée, j'ai lu Edwidge Chantika, que j'aime beaucoup. Ils sont très bien, puis on peut les citer entre autres, parce qu'on ne pourrait pas citer tous. Moi, je les ai complètement notés. Ouais. Yannick Laens, Alice Hippolyte, Nadine Magloire, Edwidge Dantica, Janine Tavernier-Lui, Marie Vieux, Marie-Thérèse Colimon-Hall, il y a Amélie Prophète, Marguerite Papillon, des dames, tout à votre honneur, mesdames, si vous nous regardez. Mais c'est magnifique. Ouais. Alors, certes, il y a toujours des défis, bien sûr, et il faut continuer tout de même d'écrire. Il reste peu de temps, on va parler de ce projet. Oui. Apartheid 25 ans, je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Vous allez établir 3 programmations. Nous en sommes à la première. Voilà. Alors, la programmation de cet automne débute le 22. Le 22 octobre. Le 22 octobre, voilà. Le 22, du 2019. 22 octobre 2019 jusqu'au 31 octobre. Très bien. Donc, c'est environ une dizaine de jours. Et durant cette dizaine de jours, il y a plusieurs activités qui vont se concentrer sur des réflexions autour du 25e anniversaire D'apartheid. de la fin. De la fin de l'apartheid, exactement. De la fin de l'apartheid. 25e anniversaire de la fin de l'apartheid, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Donc, en Afrique du Sud? Oui, en Afrique du Sud. Oui, l'apartheid, c'est le seul qui porte littéralement ce nom. C'est comme ça qu'on a appelé cette division de la société. Les Afrikaners, c'est comme ça qu'ils ont appelé la division qu'ils ont instaurée politiquement. D'accord. L'apartheid. Mais bien entendu,
il n'en tient qu'à nous que de voir d'autres formes d'apartheid actuelles qui ne peuvent pas porter ce nom-là. Exact. Qui ne peuvent pas porter ce nom-là. Donc, là, nous, la commémoration qu'on fait du 25e anniversaire de la fin entre dans la troisième partie de refonder les histoires. D'accord. Mandaté par Espace de la De la diversité. diversité, exactement. Donc, c'est la troisième partie. La première partie, en 2017, c'est les écrivains disent non au racisme. La deuxième partie, le titre exact m'échappe, mais la troisième partie, c'est une année complète d'activité autour de la fin de l'apartheid et c'est un prétexte pour se poser des questions sur ce que l'apartheid a été, l'héritage qu'il laisse et bien sûr de lire des plumes comme Sindiwe Magona. Qui sera là donc le 23 octobre. Alors ça commence le 22, ça commence à partir du 22 octobre. Qui sont les écrivains qui seront là alors justement, oui? Bah, on aura plusieurs écrivains, mais deux écrivains phares. C'est Sindiwe Magona, originaire de l'Afrique du Sud. Mère à mère de Cape Town. Et ce qu'il faut dire, c'est que Mère à mère, c'est la première fois que le roman est traduit en français, alors qu'il a été écrit à la fin des années 90. Donc, ça fait à peu près 25 ans qu'il existe en anglais et il n'a jamais été jugé important ou il n'y a jamais eu d'éditeurs qui ont pris le temps de traduire Mère à mère. Donc, ça va être du 22 jusqu'au 31. Jusqu'au 31, des tables rondes. Il y a des tables rondes, il y a des rencontres dans les cégeps. On va aller, par exemple, au cégep Dawson, au Peace Center. Université de Montréal, l'UQAM? Là, on va avoir un colloque le 29 qui se tiendra à l'UQAM, dans les locaux de l'UQAM. Et là, il y aura des auteurs d'un peu partout. À part alors, il y a les cégeps, il y a des tables rondes, des conférences. Il y a le cégep Vanier aussi. Il va avoir aussi un livre-lunch. Oui, un livre-lunch, alors, d'accord. c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. C'est que, alors, Sindiwe Magona et Catherine Blondeau. Donc, Sindiwe Magona, c'est mère à mère. Catherine Blondeau, c'est les débutants. Très bien. Et les deux vont s'entretenir sur leur lecture, leur connaissance, sur leur résonance avec l'auteur, la Nobel, Toni Morrison, qui est décédé récemment. C'est ça. Donc, très bien. Alors, donc, la programmation est déjà établie. Les gens qui voudraient avoir une idée, est-ce qu'ils vont sur Espace de la diversité? Oui, en fait, il y a un lien vers Facebook qui donne accès à la programmation. C'est quoi, peut-être notre réalisateur pourrait l'écrire en bas? Ah, OK. Bon, ça, je pense que si les gens vont sur Facebook et ils écrivent Espace de la diversité, ils vont avoir toutes les informations. Oui, excellent, Laurie, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine à 15h. Restez avec nous. Kamal Benkiran, portez-vous bien, à la prochaine.